urbain. Nous sommes au Congo. Là, ça c'est chez nous, ça, la musique de chez nous. Au Congo, hein. Le Combé. Voilà. Donc je reviens hein, vers vous tous, chers amis, pour justement parler de ce qui se passe au Congo, pour vraiment bien se dire entre nous toutes nos vérités. Parce que là, il y a comme un jeu de dupes. Hein? Nous ne sommes pas dans un jeu de dupes, simplement parce que le Congo est un pays qui aujourd'hui est occupé et il se joue un jeu morbide, un jeu terrible contre le peuple congolais, contre l'intérêt général des Congolais. Moi, je veux parler de deux choses. Il y a des textes qui sont publiés qu'on attribue à monsieur Tata Mugabe. Et à partir de ce moment-là, on dit, oui, ce n'est pas sérieux parce que Mugabe, on essaie de ne pas faire passer de tout. Mais ce sont des éléments, je dirais, des factuels que nous avons, qui corroborent ce que nous savons des activités de l'ONU au Congo. Moi, je vais vous faire je suis un peu enrhumé, hein, mais je vais vous faire un rappel, un simple rappel, pour qu'on voit que à chaque fois au Congo, il y a eu la présence de l'ONU, rien n'a marché. Et aujourd'hui, il y a toujours un mélange de différentes forces, certaines forces négatives du Congo qui entrent en jeu et qui accompagnent un peu cette activité de l'ONU jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose que des gens de l'extérieur voulaient que se fasse chez nous. Voilà. Donc, moi, je rappelle que la première fois que l'ONU est venue au Congo, appelée par le gouvernement congolais, élu démocratiquement dans le cadre du régime parlementaire du 30 juin 1960. Non, c'était le 14 juillet, donc l'appel du Premier ministre Patrice Lumumba. C'était le 12 et le 14, l'ONU a accepté et l'ONU est venue au Congo. Cette mission s'appelait ONUC, Organisation, donc Mission des Nations Unies au Congo, ONUC. ONUC. Et donc, c'était une mission de maintien de l'intégrité territoriale et de l'indépendance du Congo. Parce que c'était attaqué de partout. Hein, je vais seulement rappeler des faits historiques. Le MNCL a gagné les élections législatives, donc qui organise la parlementaire, qui organise l'État avec un gouvernement, etc. Et ensuite, les parlementaires désignent un président et le MNCL, dont le mouvement national congolais, Lumumba, a proposé Kasavubu, qui est devenu président. Et à partir de là, tous je dirais les autres grands chefs de politique congolais, les Tchombe, les Kalonji Albert, Ngalula, etc., se sont sentis un peu lésés parce qu'ils n'avaient pas gagné les élections. Hein, voilà. Et dans le Sud, Kassai fait sécession et le Qatar a fait la sécession. Donc, ces dispositifs un peu négatifs qui démontraient bien une collusion avec l'extérieur pour justement retirer du Congo les régions entre guillemets riches, a amené à ce que le Premier ministre appelle l'ONU à venir. Donc l'ONU vient au Congo et en guise de venir faire cette maintenance de la paix, maintien de la paix, donc intégrité du territoire à protéger et l'indépendance, l'ONU a joué un rôle qui n'a pas été très clair. D'ailleurs, Daga Majekoy, le secrétaire général de l'ONU, est mort là-bas.
les mauvaises langues disent que Dag Hammarskjöld devait aller à Ndolo, devait atterrir à Ndolo, à Kinshasa, c'était l'aéroport. Et il y a une ville qui se trouve en Zambie, donc juste à côté du Katanga, qui s'appelle Ndola. Apparemment, il y a eu confusion. Mais bon, la réalité c'est que il y a eu un accident d'avion qui s'est passé au moment où l'avion du secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, a quitté l'aéroport de Ndola, en Zambie, Rhodésie du Nord, pour aller vers Lubumbashi. Et dans cette région-là, c'est une région montagneuse. Donc apparemment, les pilotes ne connaissaient pas très bien la région et bam, voilà, ça, officiellement, c'est ce qu'on dit. Donc il y a eu ce secrétaire général qui est allé, je n'ai pas vu un secrétaire général le constater, mais en tout cas celui-là est allé et il en est mort. Il y a eu jusqu'à 20 000, je dis bien 20 000 militaires onusiens au Congo, venant de 36 pays. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a, il y a une sorte d'engouement pour aller faire la mission de la paix au Congo, simplement parce qu'on savait qu'on allait ramasser des cacahuètes. La deuxième mission pour laquelle je veux parler, c'est la MONUC. Donc MONUC, qui a été une mission commencée en 1999 jusqu'en 2010 et qui a changé de nom en devenant MONUSCO. Mais il y a une chose qui est incroyable. Aujourd'hui, l'ONU a 97 000 militaires dans 110 pays. 97 000 militaires de l'ONU dans 110 pays. Et si nous faisons une moyenne, ça fait 882 militaires par pays. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, il y a environ 22 000 militaires onusiens au Congo sur 97 000. Donc il y a une proportion jamais vue. Au lieu d'avoir en moyenne 882, au Congo, il y en a 22 000. 22 000. Hein? Plus de 25 fois plus. Donc, il se pose moi je pose une question. Pourquoi ce contingent-là est énorme? Et ce contingent qui est onusien, qui est au Congo, coûte 3 millions de dollars par mois. C'est des chiffres qui sont vérifiés. Hein? C'est des chiffres qui sont vérifiés. 3 millions de dollars par jour, par jour. 3 millions de dollars par jour. Et on nous dit que les cotisations à l'ONU sont payées difficilement et il y a des soucis de ceci, de cela. Mais là, il n'y a pas de problème. On va mettre des militaires onusiens au Congo. Et pourtant, depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plus de 6 millions de morts congolais en plus. 6 millions de plus. Parce qu'à l'époque, en 1999, il y avait à peu près 3 à 4 millions de morts. Et là, nous sommes aujourd'hui à 10 millions de morts. Et pourtant, l'ONU est là pour maintenir la paix, pour maintenir le respect de... Mais il y a 6 millions de morts congolais massacrés, alors que l'ONU est présente. Il y a eu 1 million de femmes violées entre-temps, etc., etc. Et les pillages, comme par hasard, le désordre créé par ce système avec la présence de l'ONU, qui maintient ces désordres calmes, permet au Rwanda de piller le Congo, hein, et tout ce qu'on passe. Est-ce qu'on comprend? Donc, la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Et moi, je me rappelle que j'ai fait une interview sur France 24 contre un journaliste que j'ai vu encore sur CNews, un journaliste américain, il s'appelle Coe, C-O-E, qui voulait parler du Kivu en expert. Et donc, aujourd'hui, je ne trouve plus sur les archives, dans les archives de France 24, cette interview de 15 minutes. Parce qu'il a été mémorable. Donc,
Voilà, je me pose la question. Quand je vois ces choses-là, je me pose la question. Donc j'ai dit une chose importante. Le seul qui peut faire, qui peut entretenir, protéger le patrimoine congolais, protéger les frontières, protéger le peuple congolais, protéger l'intégrité territoriale du Congo, protéger tout ce qu'il faut protéger au Congo, protéger la congolité, etc. Ce sont les Congolais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si l'ONU ou les instances internationales qui payent cet argent-là décidaient de faire quelque chose au Congo, c'est donner ces moyens-là aux Congolais pour qu'eux-mêmes assurent leur pays. Et en même temps, ils vont commencer le développement de leur pays qui va être producteur. Et donc, à partir de ce moment-là, il y aura suffisamment de moyens pour que la communauté internationale ne paye plus comme il paye aujourd'hui 13 milliards par an. 13 milliards de dollars par an. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, si vous prenez les armées africaines, ben, je ne sais pas s'il y a une seule armée en Afrique qui dépense 13 milliards de dollars. Je ne crois pas. Même l'armée angolaise ne dépasse pas 13 milliards de dollars par an. Donc, avec 13 milliards de dollars par an, donc, et les administratifs et les militaires, ben, l'armée congolaise qu'on appelle FARDC n'a pas ce budget-là, avec ses 150 ou 200 000 soldats. Alors que les 22 000 hommes de militaires de l'ONU de maintien de la paix coûtent 13 milliards. Donc il y a mal d'hommes. Et le deuxième fait que je veux ajouter, c'est le rôle du rassemblement. Hein, je vous ai parlé de ça en long et en large. C'est-à-dire, depuis que le rassemblement, c'est-à-dire Étienne Tshisekedi et toute la bande qui était avec lui à Jean-Val, s'étaient réunis sous le financement de Paul Kagame, Kabila, Katumbi, principalement, il y a eu collusion pour faire accepter le glissement et cet acte de Jean-Val qui a conduit à l'accord du 31 décembre 2016 est au centre du glissement et est au centre de nouvelles réflexions menées par l'ONU alors même que Kabila n'avait plus de mandat. Kabila n'avait plus de mandat. Et donc, les seuls qui ont remis Kabila en jeu, qui ont mis tout le système en jeu, c'est les rassemblements. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens du rassemblement, aujourd'hui, ne veulent pas récuser, ne veulent pas complètement, je vais dire, annihiler cet accord-là. Hein? En dire de lui qu'il est caduc et non avenu, sans aucune valeur. Hein? Parce que là, je vois, lorsque l'ONU fait des résolutions, l'ONU insiste sur le fait de respecter l'accord, etc., etc. Mais cet accord-là est suicidaire et assassin pour le Congo. Cet accord du 31 décembre 2016, obtenu par Tshisekedi et toute sa bande depuis Jean-Val, c'est à Jean-Val qu'on a décidé de ça, et là on a mis seulement ça en musique. Hein? Cet accord-là est mauvais, très mauvais pour le Congo, très mauvais pour l'intégrité du Congo, très mauvais pour la vie des 80 millions de Congolais. Donc le rassemblement, au lieu de faire des réunions pour dire que nous avons encore supplié Kabila de mettre en place l'accord, de respecter l'accord, et l'ONU qui vient derrière dire voilà la résolution, il faut que... Tout ça, c'est une mascarade qui a suffisamment duré. Et je ne pense pas qu'il faut qu'on continue dans cette complaisance. C'est inacceptable alors même que le Congo est doté des compétences, de toutes sortes de leadership capables en très peu de temps, parce que là on voit qu'on dépense 13 milliards sur chaque année. Hein? Même si on prend les 5 dernières années, ça fait 65 milliards de dollars. Je pense que le PIB du Congo est toujours à 40 milliards ou 38 milliards de dollars. Hein? Il y a une sorte de déconnexion, simplement parce que l'économie du Congo sert l'extérieur. On vient, on paye, on amène à l'extérieur, on laisse des miettes au Congo.
Donc, quand on dit qu'il y a 6% de croissance, il y a 0,01 qui reste au Congo. Le reste est pris par les autres à l'extérieur, plus toute la partie qui n'est pas comptabilisée, parce qu'elle est pillée. Parce que pillée. Et donc, ce qu'on prévoit pour l'avenir du Congo demain, c'est-à-dire que le taux de change de la monnaie et tous les paramètres économiques qui vont être dégradés, c'est-à-dire notre peuple, le peuple congolais va être encore dans la merde terrible, dans une situation économique, politique, sociétale et sociale terrible. Alors que lorsque nous descendons sur terre, nous prenons les éléments que nous avons en main, par exemple, le projet de société des unités nationales et intégrité du Congo avec le leadership du docteur Georges Alula. Ce projet a été expliqué, démontré, montré, avalisé, accepté par les instances internationales. Hein? Et ce projet est un projet qui démontre comment est-ce qu'on peut faire travailler au Congo pour justement apporter un développement dans les 10 ans. Et il y a un programme de gouvernement qui a été fait, qui a été mis en place, enfin qui n'est pas mis en place, mais qui a été construit pour justement qu'il n'y ait pas de vide. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que si Kabila et compagnie partent, il y aurait un vide. Je pense que si il y a des gens qui sont prêts, en tout cas Unique et ses partenaires sont prêts. Quand je regarde ce qui se passe, c'est minable. Quand je pense que en donnant une opportunité au programme de société des Uniques, ben on verra la différence. Donc il faut qu'on revienne sur ce qu'on appelle le fondamental. Dans le fondamental, il y a ce programme qui est un programme de qualité, qui est un programme pragmatique. Hein? Ce n'est pas fait pour faire plaisir aux copains. Enfin, non, non. C'est un programme pragmatique qui a besoin de gens compétents. Et nous en avons déjà. Mais on en veut encore tous les autres. Il faut venir. Dans les gens compétents, c'est-à-dire on veut du maçon à l'ingénieur, du docteur à l'aide-soignant, du likili au général. On veut tout le monde. Et c'est un projet de société qui est de qualité. Donc si vous allez sur u-n-i-c.net, vous verrez ce programme-là. Et lorsque nous organisons des conférences avec le président Alula, ben, ceux qui sont venus ont vu ce projet-là. Un projet qui va vraiment faire démarrer le Congo. C'est comme si on avait un diamant brut, on a les outils pour le tailler dans tous les sens pour en faire un beau truc. Mais on dit non, non, on ne va pas utiliser ces outils-là, on prend le marteau et le truc, on va essayer. Mais le marteau ne cassera pas le diamant, je suis désolé. Mais on est dans la même situation avec le Congo. Alors que nous, Unité nationale intégrité du Congo, nous sommes décidés à utiliser ces outils pour faire du Congo un pays qui compte. Tous les pays du monde profiteront mieux de toutes les richesses du Congo si ce sont les Congolais qui sont à la base de sa production, de son exploitation. Le patrimoine appartient aux Congolais. Hein? Et tous nos partenaires, tous les investisseurs savent parfaitement ce que nous disons, c'est que il n'y a pas mieux qu'un Congolais pour rendre fluctuant, pour rendre florissant, pour rendre toute la sécurité nécessaire leur investissement, parce que c'est le Congolais lui-même qui protège le sien. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. On ne peut pas prétendre qu'il y a des étrangers venus de l'Est du Congo qui vont venir protéger mieux vos patrimoines. C'est faux. Parce que les Congolais seront contre eux et sont contre eux. En tant que propriétaire, c'est inacceptable. Nous sommes totalement ouverts. Je disais que nous sommes prêts à tout mettre sur la table. Les aventures du rassemblement sont inqualifiables. Le rassemblement porte une responsabilité historique sur ce qui se passe au Congo depuis quelques années. Historique. De traîtrise. Et moi, je dis, là n'est pas le moment de faire. Je ne suis pas là pour juger, je n'ai pas ces compétences. Hein? Je ne suis pas en capacité de juger quelqu'un. Mais l'histoire jugera, les juges jugeront.
Parce qu'une plainte qui est portée, les juges vont déterminer si elle est acceptable ou pas. Et les historiens vont écrire pour nous dire ce qui s'est passé. Voilà, mais moi je suis là pour dire que la complaisance a assez duré. Remettons-nous devant les fondamentaux. Là, nous avons Dr Georges Alula et Unité nationale et intégrité du Congo et une équipe très compétente qui est en train de continuer, qui continue à grossir, qui sont prêts pour que la mascarade qui se passe au Congo s'arrête. À partir de là, on fait des institutions solides, nous les mettrons en place. Un pays qui démarre, qui va en avant. Hein? Nous allons pouvoir rejoindre tous nos amis sérieux comme le Nigeria, la Turquie, je peux citer beaucoup de pays, le Brésil, parmi le concert des nations. Hein? Qui pensent qu'en 10 ans, si nous arrivons à faire toutes les solutions en place, mais il y aura beaucoup plus de paix en Afrique, il y aura beaucoup plus de paix en Afrique centrale. Hein? Et toute l'Afrique, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, tout va démarrer. Hein? Le moteur Congo doit redémarrer pour qu'on aille de l'avant, et ça tout le monde le sait. On ne peut pas avoir peur du Congo, on ne peut pas avoir peur du Congo, même si le Congo est le château fort du monde en termes de tous les minéraux et matériaux existants sur Terre. Ce n'est pas de l'arrogance que de le dire, mais que les gens en payent le prix. C'est le sérieux. C'est le sérieux. Hein? Lorsqu'on nous vend des ordinateurs, on nous dit l'ordinateur coûte 100 € et nous payons ce prix-là. Hein? On n'est pas dans les invectives, mais en termes économiques, le Congo doit démarrer pour qu'il aille de l'avant. Donc moi, en conclusion, je dirais, l'ONU doit accompagner le processus congolais sans prendre de parti comme il est fait aujourd'hui. 3 millions de dollars par jour, c'est beaucoup. 13 millions par an, c'est énorme. Et vous imaginez 13 milliards d'investissements par an au Congo, c'est déjà énorme. Hein? Mais dans le programme que nous avons fait dans UNIC, c'est 35 milliards de dollars par an. Pendant les 5 premières années, pour sortir complètement le Congo du désastre. Avec la technique de financement de ces investissements-là. Et tous nos partenaires investisseurs, ils savent que le Congo, si nous arrivons à mettre fin, à dégager Kabila comme ça devait se faire entre le 19 décembre et le 31 décembre, n'eût été l'intervention de Rassop et compagnie, rassemblement, le Congo va redémarrer au bénéfice de tout le monde. Ceux qui voudront venir faire des affaires le feront. Mais ceux qui sont venus piller le Congo n'en feront pas partie. C'est que serait logique. Ça serait fou. On nous prendrait pour des ânes si cela se passait. Voilà. Et donc moi je demande à tous les Congolais d'aller sur u-n-i-c.net, unique.net, pour aller déjà vous inscrire dans ce site-là et lire notre programme de société et prendre contact avec nous, vous aurez une réponse sûre. Notre seul souci, c'est le Congo. Vive le Congo, vive le peuple congolais. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Jim Djunga, Podiampolo Pene Djunga, vice-président de Unique France. Nous sommes avec vous. Merci.